Good Morning Business, le grand entretien. Notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Mathieu Pigasse. Bonjour, banquier d'affaires, partenaire de Centerview et auteur de La lumière du chaos. C'est votre dernier livre, dans un livre où vous essayez de trouver ce qui fait sens dans la société, au milieu des peurs, au milieu de la montée de l'individualisme. Vous dépeignez la possibilité d'une société ouverte où chacun peut se définir librement. Et nous, pendant ce temps-là, on a la loi immigration qui nous dit pas franchement la même chose de la société. Alors, est-ce que vous êtes un utopiste? Est-ce que vous êtes le dernier de gauche? Est-ce que vous êtes en décalage avec le reste de la société? La loi immigration, déjà, elle dit quelque chose du monde qui vient. Et pour moi, elle est l'incarnation même de ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire la fermeture et le repli sur soi, qui sont mortifères et stériles. C'est ce que j'appelle le chaos. Le chaos, c'est la fragmentation de la société, une société qui est angoissée, et notamment face à la peur du déclassement. Déclassement individuel, qui est tout à fait possible aujourd'hui dans le système actuel, c'est-à-dire la perte d'emploi, donc la perte de revenus et donc la perte de statut, mais déclassement collectif également, face à une espèce de déclassement de nos institutions, l'école, qui ne permet plus la transmission des savoirs essentiels. Les hôpitaux, il suffit d'aller dans les urgences pour voir les heures d'attente, parfois sans eau ni sans nourriture. Et quand je dis ça, je blâme pas évidemment ni les médecins, ni le personnel d'accueil, ni les infirmières, ni les infirmiers, mais le manque criant de moyens, les transports. Mais où est-ce que vous voyez la lumière? Je vais y venir, mais ce que je dis simplement, c'est que cette peur du déclassement, elle conduit à une angoisse de la société, cette angoisse conduit à une colère, et la colère conduit précisément à ce que vous voyez avec cette loi immigration, que personnellement je trouve indigne, et en effet une victoire de l'idéologie de l'extrême droite. Elle conduit à la fermeture et au repli sur soi. Et ce que je dis dans ce livre, La lumière du chaos, c'est que face au chaos, il faut tous que nous trouvions la lumière. La lumière, c'est une nouvelle société, ce que j'appelle une société du possible, une société du partage, et c'est pour moi une société de l'ouverture. C'est pour ça que j'oppose la fermeture, parfaitement incarnée, hélas ou malheureusement par cette loi, à l'ouverture. Et l'ouverture, d'un mot encore, c'est non seulement l'ouverture à l'autre, c'est ce que... Je cite dans le livre ce poète et martiniquais, Édouard Glissant, absolument remarquable, c'est la relation à l'autre, c'est le métissage, c'est la richesse de la rencontre, le choc et l'entrechoc du monde. Pardon de... Non, mais c'est intéressant, mais alors justement, on va venir à vos solutions. Et est-ce que vous préconisez votre vision de demain, dans ce livre notamment? Et c'est le paradoxe, Mathieu Pigasse, c'est que vous êtes l'un des supporters du revenu universel, qui est aussi approuvé par les plus libéraux, les Américains. Leur idée à eux, c'est que finalement, il n'y aura pas du travail pour tout le monde, que la machine va nous remplacer, l'IA, et que finalement il y a plein de gens inutiles. Et donc autant donner un revenu universel pour tout le monde, pour qu'ils puissent consommer, regarder la télévision. C'est votre vision, vous, du revenu universel? J'ai donc un point de rencontre avec les libéraux américains, qui est la nécessité du revenu minimum, et un point de désaccord profond, qui est la notion de gens inutiles. Ce que moi je pense, c'est très simple, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que, en effet, la combinaison de la robotisation, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle va conduire à détruire des centaines de milliers d'emplois, ou des millions d'emplois dans l'Occident. Mais on a dit ça dans les révolutions industrielles précédentes. États-Unis, Europe. Oui, je pense simplement, en effet, il y a eu d'autres emplois, j'allais le dire, qui ont été créés, d'autres types d'emplois. Ma conviction profonde, c'est que de toute façon, les emplois qui vont être créés ne compenseront pas, ni en quantité, ni en qualité d'ailleurs, les emplois détruits. Et donc je pense qu'il est impératif de permettre à tous de vivre dignement. Et permettre à tous de vivre dignement, ça veut dire en effet distribuer un revenu minimum. Je pense que, pour être clair, il n'existe aucune alternative, ou il n'existera demain aucune alternative à la distribution d'un revenu minimum. Parce qu'on ne veut pas, et il ne faut pas, ajouter à cette casse économique que je viens de décrire une tragédie sociale. Mais pour quel type de vie? D'avoir de pas part de travail et de se contenter d'un revenu minimum, c'est triste, non? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est une vision moraliste de la société, si vous me l'autorisez. Là encore, d'abord, toutes les expériences internationales qui ont été faites montrent que la distribution d'un revenu minimum n'a pas d'impact sur le taux d'emploi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on distribue un revenu minimum que le taux d'emploi va baisser. Je vais le dire encore autrement, que les gens vont travailler moins. Les gens utilisent ce revenu minimum pour mieux se nourrir, mieux s'éduquer, mieux se soigner ou avoir plus de loisirs. Ensuite,
moi je ne pense pas, et c'est pour ça que je parlais de vision moraliste, que parce qu'on va vous distribuer un revenu minimum, vous allez vous arrêter de vous travailler. Prenez votre exemple ou le mien. Non, il y aura un travail différent, mais vous pouvez trouver, et c'est pour ça que je réagissais à l'expression gens inutiles, qui n'est pas la vôtre, mais celle des libéraux américains. Je pense qu'il y a plein d'emplois qui peuvent être inventés, créés, et qui sont utiles pour la société, et qui sont des emplois, par exemple, à but non lucratif. Mais il faut mieux les valoriser, et pour cela, distribuer un revenu minimum. C'est ce que j'appelle une société du possible, une autre société. Alors effectivement, ça exige ou ça nécessite un petit besoin d'utopie, mais qui nous fait du bien ce matin. Il y a peut-être un autre paradoxe dans votre vision, c'est celle de la mondialisation. C'est-à-dire que vous dites qu'on est allé trop loin dans la mondialisation, ça ne nous a pas apporté le bonheur qu'on voulait, et pourtant la mondialisation, c'est quand même l'ouverture. Le commerce mondial, ça nous permet aussi de faire la paix, de se retrouver, d'échanger, de se métisser. Et vous dites qu'il faut revenir dessus et récupérer ce qu'elle nous a pris. Là aussi, il y a un paradoxe. Non, je ne dis pas qu'il faut revenir dessus. Je dis que la mondialisation a eu des effets très positifs, c'est certain, au cours des dernières décennies. La croissance du commerce mondial a permis à une partie importante de la population, notamment dans les pays dits émergents, de sortir de la pauvreté. Mais je dis qu'on n'a pas suffisamment pris en compte les effets négatifs ou les contre-coups de la mondialisation, et notamment les laissés pour compte. Et ces laissés pour compte, ils sont à la fois dans ces pays émergents, qui bénéficient parfois de revenus très faibles. Quand je dis bénéficient, c'est un euphémisme. Et chez nous, avec des emplois qui ont été détruits. Et donc je dis juste que l'idée d'une mondialisation heureuse est apparue en fait, ou apparaît aujourd'hui comme une illusion. Et donc il faut essayer de la corriger en étant moins naïf. Mais je ne dis pas qu'il faut revenir sur la mondialisation, pas du tout. Alors vous êtes, je disais en vous présentant, vous êtes un paradoxe, parce qu'en même temps, c'est bien d'être un paradoxe, c'est bien d'assumer ses contradictions. Vous êtes un banquier d'affaires, vous êtes partenaire de Centerview après avoir été très très longtemps banquier chez Lazard, que vous concurrencez aujourd'hui. Vous avez des dossiers, on est très loin de ce qu'on vient de se dire là pendant 5 minutes. Vous avez à un moment envisagé de vous allier avec Xavier Niel pour racheter une partie de Casino. Vous avez conseillé Thales sur Atos. C'est pas contradictoire avec tout ce que vous venez de nous dire pendant 5 minutes? Non, alors pas du tout. D'abord, moi, j'utilise une autre expression que banquier d'affaires, qui est celle de banquier conseil. Mon métier ne consiste pas à chercher à faire des affaires ou à chercher à faire des affaires. Mon métier, c'est de donner des conseils aux entreprises françaises pour qu'elles se développent mieux. Et de fait, j'ai la chance et le privilège de travailler pour un certain nombre de grands groupes français. Donc Hering, L'Oréal, par exemple. Hering, L'Oréal, par exemple, qui sont des leaders mondiaux dans leur secteur. Et je suis fier et heureux de pouvoir les accompagner dans le développement qui est le leur, à l'étranger notamment. Mais quand vous les accompagnez, vous mettez le poète de côté ou il vient avec vous? Non, je garde toujours, vous savez, un petit territoire de poésie en moi. Vous avez deux cerveaux, en fait, c'est ça ma question. Vous avez un cerveau business et un cerveau politico-sociétal. Mais on a tous plusieurs cerveaux, si vous voulez. Moi, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas enfermer les gens dans des catégories ou dans des cases, que la vie était large et diverse, que vous pouviez à la fois vous intéresser, comme vous le faites, au business et à la vie des affaires, qui d'ailleurs est la vie de la société, ou sont la vie de la société, mais aussi à la littérature, à la musique, à la poésie. C'est ça la vie, c'est la diversité. Et je suis convaincu que vous avez ça en vous-même également d'ailleurs. On espère. On est poète. Il y a une part de poésie chez vous. Oui. On parle beaucoup évidemment ces derniers mois de l'inflation, des taux d'intérêt, etc. Alors vous, dans votre livre, il y a une proposition assez aussi originale. Iconoclaste. Iconoclaste, oui. Vous voulez que les banques centrales continuent à faire de la planche à billets, continuent à inonder les marchés d'argent, notamment les États, les dettes des États. Mais enfin, il faut que l'État soit vertueux dans ces cas-là. Il faut qu'il investisse dans effectivement les investissements d'avenir. Ça, on ne peut pas le garantir. Mais vous ne craignez pas qu'il y ait de l'inflation, effectivement, à alimenter comme ça cette machine à fabriquer de la monnaie? Alors d'abord, j'aime l'expression que vous avez employée, c'est-à-dire continuer à, parce qu'en effet, la façon dont nous avons, nous Européens et les Américains, financé ce qu'on a appelé le quoi qu'il en coûte, et donc effectivement la crise du Covid, c'est par de la création monétaire. Il faut quand même en prendre conscience et dire ce qui n'a jamais été dit volontairement par les autorités publiques. L'État a fait du déficit budgétaire qui a été financé de la dépense publique, financé par du déficit budgétaire, lui-même financé par de la dette publique, mais cette dette a été achetée par la Banque de France et par la Banque Centrale Européenne. Ce faisant, économiquement, ce n'est rien d'autre que de la création monétaire. D'ailleurs, le bilan de la Banque Centrale Européenne a été accru de 3 000 milliards d'euros de 2019 à 2022. Est-ce que ça s'est traduit par un surcroît d'inflation? Non.
L'inflation qu'on a connue, désastreuse bien évidemment, depuis 2022, est une inflation importée. Elle n'est pas liée à la création monétaire. De fait, d'ailleurs, si vous regardez sur la décennie qui précédait, les années 2010, vous verrez à peu près la même création monétaire, ce qu'on a appelé le quantitative easing, et pas d'inflation. Alors, sauf qu'on a eu la sous-gouverneure de la Banque de France qui nous disait que c'était grâce à elle, grâce à la Banque de France et la Banque Centrale Européenne qui ont refermé les robinets, qu'on avait vaincu l'inflation. Oui, je suis toujours fasciné par cette idée ou cette position qui consiste à faire, mais à ne pas vouloir dire, de peur de permettre justement un changement de monde ou un changement de paradigme. La réalité, c'est que la remontée des taux d'intérêt, pour moi, n'a eu aucun effet sur une inflation qui est une inflation importée, liée d'une part à la crise du Covid et à la cassure des chaînes logistiques, et d'autre part à la guerre en Ukraine, qui s'est traduite par une augmentation des prix de l'énergie et des prix agricoles. Donc pour moi, en effet, on peut créer de la monnaie, il faut créer de la monnaie. Je reprends d'ailleurs une image dans le livre qui est celle d'une maison en feu. L'intensité de l'incendie est telle que vous pouvez injecter des liquidités sur cette maison en feu, exactement comme des pompiers le feraient avec leur lance à incendie, mais l'intensité est telle qu'il n'y aura pas d'inondation, c'est-à-dire pas de crise spéculative. L'eau, si je puis dire, les liquidités vont s'évaporer avant de toucher le sol. Et donc, il faut utiliser cette création monétaire pour financer des grands programmes d'investissement. En effet, ce que je dis, je reviens sur l'école, les hôpitaux ou évidemment la transition énergétique. Ça vous rend optimiste aujourd'hui. La décarbonation, la transition énergétique, on a bien compris que c'est pas la loi immigration qui vous rend optimiste, mais quand vous regardez la politique économique, quand vous regardez la politique économique du gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de positif pour l'avenir ? Je la cherche en réalité, cette politique économique. Donc, la réindustrialisation, elle reste à définir. Non, mais je suis profondément optimiste. Je suis un volontariste. Mon livre, d'ailleurs, s'appelle La lumière du chaos, parce que je suis convaincu que derrière le chaos, nous aurons la lumière. Mais pour ça, c'est ce que je dis, il faut réinventer une nouvelle société et mettre en place de nouvelles politiques économiques qui reposent sur plus de partage, et un mot qu'on n'a pas utilisé ce matin, que je n'ai pas utilisé, et je m'en voudrais, de lutter contre les inégalités. Je pense que l'explosion des inégalités qu'on observe maintenant depuis quelques années, en réalité depuis des décennies d'ailleurs, qui est le produit du système capitaliste, sont une bombe placée au cœur de la société. Et donc s'il y a une politique économique à mener, bien sûr qu'il faut réindustrialiser, j'en suis convaincu, bien sûr qu'il faut décarboner, j'en suis convaincu, mais il faut également une politique sociale ambitieuse qui lutte contre les inégalités. Je peux vous poser 3 petites questions, oui, non. Oui. Est-ce qu'il faut marier Kering et Richemont? Est-ce qu'il faut marier Kering et Richemont? Oui, c'est oui, non. Non, je cherche l'expression française, it takes two to tango, c'est il faut être deux pour danser le tango. Bon, est-ce qu'on peut sauver Atos? Désolé de l'absence de non. Est-ce qu'on peut sauver Atos? Il faut pour ça changer de politique. Donc oui, on peut encore. On peut encore sauver Atos? Exactement, mais il faut changer de stratégie. Je pense que la stratégie qui a été menée depuis maintenant pas mal de temps est une mauvaise stratégie, pardon. Est-ce que Casino est mort? Écoutez, j'espère que non. Moi, je pense à ces salariés et je rappelle un certain nombre d'engagements qui ont été pris par les repreneurs sur l'intégrité du périmètre et le respect de l'emploi. Et est-ce que vous allez faire de la politique? Je n'ai aucune ambition politique. La seule chose, c'est que je pense que, et vous l'avez dit au début très justement, il faut réinventer quelque chose. Et réinventer pour moi une gauche réformiste et social-démocrate. Ça fait quand même un plan politique. Vaste programme. Merci beaucoup Mathieu Pigasse d'avoir été avec nous.